question, mais parce que vous êtes nombreux à m'écrire, je pense aux Français qui m'écrivent beaucoup sur les réseaux sociaux, aux citoyens de ma propre circonscription, aux gens qui m'écrivent des lettres, vous-même, qui parfois m'interpellez, hein, quels que soient les bords politiques, parce que vous êtes face à des citoyens qui se demandent ce qui se passe. Eh bien, le ministre de la Justice ne peut rien faire. La loi de la République que vous avez adoptée, mesdames et messieurs les parlementaires, l'article 30 du Code de procédure pénale est très explicite. Une phrase. Il ne peut, le ministre de la Justice, adresser aucune instruction au procureur dans les affaires individuelles. Qu'on n'assume pas. Moi, j'ai présenté l'excuse au nom de l'institution, alors que je ne commande pas directement les procureurs de la République. Ça me paraissait nécessaire et tout à fait à la hauteur, puisque ça fait 20 ans qu'un ministre de la Justice n'était pas excusé. La dernière fois, c'était pour l'affaire Outreau. Et j'ai dit que s'il y avait des problèmes, on prendrait des sanctions. Je pense que pour connaître le ministère de la Justice, vous voyez bien que c'est quelque chose qui, quand même, relève d'une certaine différence de pratique précédente possible. Et je remercie le procureur général près de la Cour de cassation. Si vous avez entendu Rémi Hetz hier à la télévision, il a dit exactement ce que j'ai pu dire. Nous avons échangé avec le procureur général et je le remercie. Parce que ce n'est pas évident. Il est la formation, vous le savez, du parquet au CSM. Il a dit que c'était un échec total. Il a dit qu'on n'a pas fait, et c'est notre problème. C'est que quand on a vu les antécédents, on ne s'est pas dit, il y a plusieurs points, ça fait une ligne. Et on devrait se dire, là, ce n'est pas une simple dénonciation. Pardon de dire mot simple, parce qu'il y a plein de choses qui sont graves dans un mot simple. Mais là, on a l'examen médical, on a l'examen psy, on a le nom du GUS, on a ses antécédents judiciaires, ça fait beaucoup. On devrait peut-être aller se dépêcher pour le mettre en garde à vue. Voilà ce qui n'a pas marché. Ce n'est pas les fichiers qui n'ont pas marché, c'est l'interprétation de cela. Les preuves. Et c'est ça qui est particulièrement, qui me met particulièrement dans une colère froide, parce que je crois que là, franchement, et ce n'est pas jeter l'opprobre sur l'immense majorité des magistrats qui font leur travail, on a le droit aussi de dire que c'est la justice des hommes, qu'elle est faillible, et quand elle est faillible, comme un médecin rate un examen médical et qu'il entraîne parfois des difficultés graves, eh ben, il est en responsabilité. En août 2025, qui a un certificat médical qui montre, avec une convention entre le parquet, la gendarmerie nationale et le tribunal, qui montre les faits de viol, un auteur identifié qui est dans tous nos fichiers, et par ailleurs un expert qui, en moins de 10 jours, avouez que c'est d'ailleurs assez étonnant que nous ayons trouvé à Toulouse un expert en moins de 10 jours, et j'en salue la célérité de tout le monde pour voir cette petite fille. Incompréhensible que 9 mois après, la personne n'ait toujours pas été mise en garde à vue. Ses téléphones toujours pas saisis. On travaillait dans un milieu scolaire, nous n'avons eu pas de relation avec l'éducation. Depuis hier soir, j'ai de nombreux témoignages de magistrats qui me disent « Mais monsieur le sénateur, on est prêt à tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Tout est prioritaire. Le narcotrafic est prioritaire. Les violences intrafamiliales sont prioritaires. Les infractions à l'égard des mineurs sont prioritaires. Nous, on veut bien dire que tout est prioritaire, mais quand tout est prioritaire, rien ne l'est. Quand tout est important, il n'y a plus de hiérarchisation dans l'importance. Et alors, ils me disent naturellement, toutes les atteintes corporelles ou les homicides sont sur le haut des priorités. Il y a ensuite la délinquance du quotidien et les atteintes aux biens des personnes. Et donc, finalement, c'est le sentiment que la police ne sert à rien, la gendarmerie ne sert à rien, la justice ne sert à rien, quand ce sont cette délinquance du quotidien, ces atteintes aux biens qui minent la qualité de vie des Françaises et des Français. Ce que je voulais évoquer ce matin, c'est un cas qui est survenu dans mon département. C'est au gré des témoignages qu'une famille a évoqué la situation de cette fillette qui a 5 ans, qui habite entre Montpellier et Sète. Cette fillette, en septembre 2024, s'est plainte d'agressions sexuelles commises par un septuagénaire proche de la famille. Mi-octobre 2024, la petite est examinée suite à la plainte déposée en septembre 2024. Elle est examinée par l'Institut médico-légal de Lunel. Novembre 2024, une expertise psychologique fait état de symptômes de stress post-traumatique qui tendent à confirmer un épisode déviant à caractère sexuel. Le mis en cause habite en Haute-Garonne. Et donc, la procédure est envoyée le 18 décembre 2024 aux gendarmes de ce département. Il ne se passe rien. Lorsque l'avocate écrit, elle n'a pas de réponse. Lorsque la maman finit par appeler les gendarmes, on lui répond « Mais madame, nous n'avons que des affaires comme ça, nous sommes débordés ». Et finalement, lorsque la gendarmerie de Plaisance du Touche, en Haute-Garonne, qui va hériter de ce dossier, et que la maman arrive à rentrer en contact avec eux, on lui dit plusieurs mois après, on ne trouve pas la procédure qui n'est toujours pas arrivée. C'est cette même brigade qui avait été initialement saisie de la plainte d'une mère de famille dénonçant les faits de viol sur sa fille de 10 ans qui mettait en cause Jérôme Barella. Le septuagénaire mis en cause a été auditionné le 9 octobre 2025, 1 an après la plainte. Une vingtaine de questions, 1h30 d'audition. Et puis ensuite, la décision tombe. Classement sans suite en novembre 2025. On a indiqué aux parents qu'un courrier leur serait adressé afin d'expliquer les motifs du classement sans suite. Nous sommes en juin 2026. Le dit courrier n'est toujours pas arrivé, monsieur le ministre.
Et la chose la plus grave et la plus violente sur le plan symbolique, c'est lorsque les interlocuteurs de la famille leur disent, je cite, Monsieur le ministre, on garde le dossier au cas où on aurait d'autres plaignants ou de nouveaux plaignants. Nous en sommes là. Donc qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et enfin, concernant la priorisation des plaintes en matière de viol, toutes les 3 minutes, donc un enfant est victime de violences sexuelles, on nous dit que dans 92% des cas, les enfants qui parlent n'obtiennent pas de soutien positif. La mère de la fillette de 12 ans, qui avait donc porté plainte en août dernier, on l'a vu dans les médias, sans nouvelles, a relancé l'institution et a été menacée elle-même de main courante ou accusée de harcèlement. Donc ça révolte complètement d'entendre. Ce qui a amené à ce drame. Et ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, on ne peut pas parler de dysfonctionnement. On parle de fonctionnement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, l'ampleur du problème, il est de trouver les moyens, à ce moment-là, d'empêcher que ça se reproduise. Mais ce n'est pas seulement ça. Moi, je peux témoigner que, selon le colonel de gendarmerie que j'ai à la tête de mon département, les priorités ne sont pas toujours les mêmes. Et lorsque la priorité, c'est les femmes et les enfants, eh bien, les plaintes sont prises, les enquêtes sont faites en se donnant les moyens de les faire, et ce qui permet au parquet de plus facilement poursuivre et donc de plus facilement condamné. Mais lorsque ça n'est pas la priorité de mon colonel de gendarmerie, je peux vous assurer que j'ai beau l'interpeller, rien ne se passe et des erreurs arrivent. Mais au-delà de nos responsables départementaux, j'ai cru comprendre que lors de la présentation de votre feuille de route aux forces de sécurité intérieure, les violences faites aux femmes et aux enfants n'en faisaient pas partie. Et donc, si cela est vrai, je n'ai pas pu retrouver ce discours pour pouvoir le vérifier. Vous allez donc pouvoir me répondre. Mais si cela est vrai, comment pensez-vous qu'en dessous, on comprenne que c'est bel et bien une priorité? Comment pensez-vous faire passer le message dorénavant sur la priorité de ces sujets? Comment pensez-vous faire passer le message de la nécessité de formation? Depuis 2019, où on avait fait un rapport sur les violences sexuelles sur mineurs, puis 2023, le plan Rouge Vif, puis toutes les fois où nous parlons de ça, nous parlons de formation, formation, formation. Et même si la gendarmerie est plus allante que la police, très sincèrement, on n'est pas au bout du compte. Combien de TP aujourd'hui à l'OFMIN? Combien de policiers et de gendarmes réellement employés dans les maisons de protection des familles et les brigades locales de protection des familles? Monsieur le ministre, quand est-ce que cela deviendra votre priorité à vous aussi? Monsieur le ministre. Madame la sénatrice, c'est ma priorité. Que les choses soient claires, c'est ma priorité. Voilà, donc les instructions qui ont